Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, voire internationale. Et je suis très heureuse de vous retrouver, téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons un invité, des invités sur le plateau de Mandé TV. Notre premier invité est en ligne. Il s'agit de Maître Mamadou Ismaël Konaté. Il est avocat au barreau du Mali et de Paris, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour madame, et ravi d'être là. C'est un plaisir pour nous de vous avoir en ligne malgré cette distance et de faire ce décryptage avec nous. Deuxième invité, nous avons Monsieur Ousmane Diarra. Il est président de l'association des expulsés. Des expulsés tout court, hein, c'est ça? Oui. Monsieur Diarra, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver. On va voir un peu ce qui se passe à l'horizon, l'actualité des migrants et tout. Ça ira? Ça ira, ça Vous ira. êtes avec nous, vous êtes Bien là? Bien sûr, nous sommes là, nous sommes ensemble. C'est l'effet de la Choura toujours oui, ou pas? Ça, effectivement, oui, on va parler de la migration. D'accord. La migration, c'est des questions taboues. C'est un sujet crucial aujourd'hui en tout cas. Alors, nous avons en chronique Madame Assetou Diarra, journaliste, reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va, Madame? Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers Alors, ça donne les enquêtes, tout ce qui se passe? Ah oui, ça avance, ça avance. Comme de médias? Pas mal, pas trop facile par moment, mais ça va. Ça va. On tient le cap. On fait un coucou à la diaspora qui nous regarde par le monde, qui est très intéressée à savoir ce qui se passe au Mali. Sans plus tarder, nous allons entamer nos sujets, nos dossiers, comme on aime bien le dire sur le plateau de Mandé TV. Voilà une actualité, une info qui tombe fraîchement, très frais, comme ça sous la main. Pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, on faisait un décryptage du bilan du gouvernement numéro 2 du PM, Dr Choguel Kokala Maïga. Le bilan, il a été fait. On ne va pas revenir là-dessus. Hein. Les téléspectateurs peuvent aller revisionner ce qui a été dit et ils sauront. Alors, ici, on a le limogeage du ministre de l'Agriculture. On ne s'y attendait pas. Et le renvoi du PDG de la SMDT. C'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Déjà, d'aucuns parlent de limogeage, mais il faut aussi savoir que d'autres parlent aussi de démission, qu'il paraît que le ministre aussi a démissionné. Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il a été limogé? Le résultat, c'est qu'il y a un décret qui est sorti hier et qui, effectivement, confirme qu'il n'est plus ministre de l'Agriculture. Déjà abrogé et en même temps, un autre ministre de l'Agriculture est tout fraîchement nommé. Cela prouve déjà que c'est un départ sans retour. Et tout cela intervient dans un contexte où on parle beaucoup aussi de pesticides, on parle beaucoup d'engrais, on parle beaucoup du monde rural. On se demande finalement, est-ce qu'il n'y a pas de lien entre tout ça? Parce que bien sûr, qui dit CMDT parle de paysans, parle en cette période de début d'hivernage de culture, d'agriculture, du monde paysan. Beaucoup de rumeurs dans les coulisses. On attend même quelques mandats de dépôt, paraît-il, dans ces quelques jours. Donc, franchement, c'est une nouvelle qui reste toujours d'actualité et qu'il faut suivre de près. C'est quand même bien, parce que en réalité, qu'est-ce qu'on reproche, qu'est-ce qu'on a reproché dans les pouvoirs passés, c'était ça. Ces genres de situations interviennent à chaque fois, mais le problème, c'est qu'il faut savoir d'abord faire le suivi qu'il faut et savoir prendre des décisions pour que cela ne se reproduise pas et bien évidemment sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés et rendre la justice. Parce que aussi, il y a, en plus de cela, il y a question de mort d'homme aussi derrière toute cette histoire-là. Mais puisque c'est dans les mains de la justice, on suit le processus et en tout cas, ce qui est sûr, c'est un nouveau ministre de l'Agriculture qui va bientôt commencer.
D'accord, on a notre invité en ligne, Maître Konaté, qui nous suit depuis Paris. Maître Konaté, vous êtes toujours là? Je suis là. Alors, ce dossier de limogeage du ministre de l'Agriculture, par derrière les dossiers brûlants de la SMDT, quel est votre mot, quel est votre regard, votre analyse, votre décryptage même de l'actualité par rapport à cela? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui sont en fait et qui constitue le gouvernement, le régime de transition militaire, font la preuve évidente de leur incapacité à prendre les choses en main. Quand dans une république, un scandale comme celui-ci, bien évidemment, c'est de l'ordre de la couleur encore, mais il faut y accorder toute l'importance, de la déperdition de sommes importantes dans le cadre de la CNDT et qui impliquerait plusieurs personnes au sein de la République, parce que simplement les règles de partition des marchés publics ont été violées et au bout du compte, cette violation a permis à un certain nombre de personnes de pouvoir s'emparer de l'argent public de façon indue. Et au même moment, ce sont des présidents qui n'ont pas accès à leur vie et qui sont incapables aujourd'hui de préparer la saison de manière à ce que le maître prétende être encore en tête de la production quotidienne et de façon générale des productions agricoles. Et hier, quand on a vu que le ministre de l'Agriculture a été limogé et que ça m'est suivi également le limogeage du directeur de la CNDT, et quand on voit également les personnes qui ont été mises en place pour remplacer ces deux-là, on peut se rendre compte aujourd'hui que nous avons de désorganisation. Il y va de la violation de la violation des lois, de la violation des procédures, et un peu donné qu'une situation d'incurie comme celle-ci était extrêmement dommage. D'accord. La semaine passée, on va profiter, hein, pendant que vous êtes là avec nous, on va profiter. La semaine passée, on a essayé de faire un bref bilan du gouvernement numéro 2 du docteur Shogel Kokala Maïga. C'est vrai que lors de ce bilan, on n'a pas vraiment senti ce qui se passait, s'il y avait des actions assez fortes, hein, au niveau du ministère de l'Agriculture. Parce qu'il faut pas se perdre, hein, il faut être clair là-dessus, hein. Les denrées alimentaires sont un peu plus chères qu'auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, l'agriculture, ça nourrit l'homme. Vous pensez que les choses vont notamment changer avec un nouveau ministre? Les choses peuvent changer avec un nouveau ministre. Dans ce pays, depuis 4 ans, maintenant, on a soif, perte de revenus, on est sans activité et le financement, que ce soit public ou privé, est arrêté complètement. C'est dû au fait que lorsque, originellement, on est arrivé de façon illégale et illicite, et que l'on se maintient à la tête de l'État pour exercer un pouvoir au gré des gens de façon autoritaire, soit dans le cadre d'un gouvernement de transition, mais qui est fondamentalement militaire. Et quand vous regardez aujourd'hui, tous les comportements de l'État, de l'administration publique sont aujourd'hui occupés par les militaires. On fait les choses en sens inverse. En arrivant à la tête de cet État, ce sont dits arbitres, rétablisseurs de tort, de d'égalité et de droit, mais ils ne font pas mieux que de faire passer leur justice qu'ils ont instrumentalisé, qui finit à leur service. Ils ont détruit et sacrifié tout ce qui est fondement de l'État profit. Il ne faut pas s'attendre que soit capable de miracles, y compris en changeant de ministre de l'Agriculture, en changeant de patron de l'écurie est à la tête au plus haut sommet, et on met en œuvre non pas politique et publique dans le sens de l'État, on met en œuvre aujourd'hui des politiques publiques dans le seul but justement des intérêts privés et particuliers. Il y va de la lecture nationale, il y va du respect du droit, il y va du rétablissement
de la justice qui en a tant besoin. Cette institution judiciaire ne peut pas être au service d'un homme ou d'un régime. L'institution judiciaire doit être capable pour jouer le rôle en disant que, oui, il revient à des juges indépendants et autonomes, capables en possession des faits de donner du droit. C'est ce temps-là que faire régner la paix dans le pays. C'est cet ensemble qui va être à l'origine de la cohésion nationale et c'est cet ensemble-là qui va nous permettre de débarrasser d'un régime militaire qui n'a absolument rien à faire avec ce pays, qui n'a rien à voir avec ce pays-là, d'arrêter ce processus de construction qui se fait de façon illégale depuis le 26 mars dernier. Alors je veux bien comprendre qu'aujourd'hui les choses sont très actives, mais en réalité, les choses sont changées que parce que eux qui aujourd'hui bénéficiaient de la violation des règles et des procédures de passation des marchés publics sont aujourd'hui les mêmes qui ont remplacé, les mêmes qui vont devoir bénéficier de la violation de la loi. Quand vous regardez aujourd'hui la politique de 72 milliards qui ont été perdus, qui sont en passe d'être perdus, quand on regarde aujourd'hui que le politique financier ne se baisse pas, quand on regarde aujourd'hui que le projet ne vient pas regarder ce qui se passe, quand on regarde aujourd'hui que cette déperdition financière se fait au plus et au dessus de tout le monde et sur la base d'institutions parallèles et de mauvaises institutions qui peuvent venir là où vous imaginez, je pense qu'on est dans une situation difficile. Et on a dépassé le 8 mois. L'alerte est au rouge. Merci, monsieur Konaté, maître Konaté. Je rappelle pour nos téléspectateurs qui nous suivent, il s'agit de l'ancien ministre, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, toujours dans la lancée. On vous sait, hein, on sait que vous êtes un homme qui ne mâche pas ses mots, hein, qui dit les choses assez clairement. Mais après, je vais revenir sur une question que je garde en réserve, hein, en dernière position. Là, il y a aussi quand même, on peut dire, une bonne démarche, une démarche d'apaisement avec la levée de la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Vous ne trouvez pas que c'est quand même une bonne approche? Assez tout déjà. Fadi, en fait, c'est un peu bizarre. C'est difficile de se faire pyromane, c'est-à-dire d'allumer un feu quelque part et tout d'un coup d'aller de l'autre côté retourner pour venir jouer aux pompiers. C'est un peu bizarre. Juste il y a quelques semaines, 11 leaders de partis politiques ont été enfermés. Et tout d'un coup, pendant que c'était d'abord 10, l'un était là et après on l'a ramené aussi. Donc, et juste après ça, maintenant, on nous dit maintenant que voilà, les activités ne sont plus suspendues. Est-ce que c'est pas trop facile? Finalement, ça donne l'impression que, bon, puisque toutes les menaces sont écartées, maintenant on peut commencer les activités politiques. C'est un peu trop facile, je pense. Je pense que, et ça a été démontré par la rencontre qui s'est tenue le lundi passé avec l'AESH, qui voulait déjà commencer les réformes institutionnelles et toutes les procédures par rapport à l'organisation des élections. Mais là encore... Avant qu'on puisse reprendre celui de l'AESH, j'aimerais bien avoir l'avis de Maître Konaté ici, sur ce plateau. Maître Konaté, votre avis sur la suspension des activités, la levée de suspension des activités des partis politiques et associations à caractère politique, en tant qu'homme de droit, homme qui défend l'état de droit, je pourrais dire. Il y a deux choses qui sont évidentes. Premièrement, c'est l'autorité la plus illégale qui viole le droit et qui viole la loi, qui décide de mettre un cadre juridique anormal dernièrement délicat. Ce décret qui a été pris dans des conditions parfois illégales parce que manquant de fondement et manquant d'esprit. Le système politique de démocratie est mis en place depuis mars 1991 dans ce pays. Il a affirmé que cette laxité politique, le libéralisme politique, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté
dilaté des associés. Sortis des bas-fonds d'un coup d'État militaire, voilà cinq militaires d'une chose qui décident du jour au lendemain que les politiques n'ont plus le droit ni de s'obéir, ni de se parler, ni même d'organiser des mouvements. Mais au même moment, tous les jours, les militaires, les associations de soutien des militaires, les associations d'anciens militaires se réunissent tous les jours eux-mêmes. Et ils, ce qu'ils veulent, comme ils en sentent bien que se passe. Mais est-ce que vous n'entendez pas aussi la voix des populations, maître, je me permets, est-ce que vous n'entendez pas aussi la voix des populations? La plupart des citoyens maliens désavouent les hommes politiques, les partis politiques même, pour dire, est-ce que c'était pas aussi cette volonté de satisfaire les citoyens maliens en agissant ainsi? Vous savez, un homme politique ne prend pas toujours la température de l'opinion publique aux propres décisions qui peuvent aller dans ce sens. Bien évidemment, aujourd'hui, les hommes qui sont totalement dégoûtés sur la politique parce que ces militaires ont dit qu'il n'est pas pire que les hommes politiques en fait, et que c'est ceux-là qui sont à l'origine de tout ce qui est des actes de l'État du Mali, de la nation. Mais une chose est de dire cela. Il est vrai que les hommes politiques parlent de sécurité, mais pas plus que les militaires, notamment s'il s'agit de désorganisation de l'État, notamment lorsqu'il s'agit d'incapacité de pouvoir assurer la paix et la sécurité nationale, notamment lorsqu'il s'agit de préserver les biens. Les hommes politiques ont aussi que les militaires et de ce point de vue-là, sans que l'on revienne au précepte de à l'état de droit, l'exercice des libertés est un acte fondamental. Nul n'a le droit de les anéantir, nul n'a le droit de les interdire, et en les interdisant pour simplement aller récupérer les hommes politiques dans le cadre d'une réunion de tout dans un domicile technique, soit pourrait violer un droit qui n'est pas une loi qui n'en est pas. Mais le plus curieux, c'est quand même, quand ils sont en prison, que cette autorité, qui va être chargée de la législative, qui est soi-disant indépendante, se permet d'appliquer les hommes politiques dans le mythe et pour leur demander de prendre de discussion dans la perspective organisée. Maître Konaté, est-ce qu'ils ne se sont pas aussi rendus compte qu'il fallait rassembler les Maliens? Parce que la suspension est intervenue bien avant l'exécution des dialogues, des travaux du dialogue intermalien. Après cela, ils se sont peut-être rendus compte, je suppose, qu'il fallait vraiment apaiser les choses, rassembler les Maliens, d'où cette rencontre qui a été initiée pour... L'EJ et les partis politiques qui a eu lieu le 15 juillet dernier, mais malgré cela, une bonne partie des politiciens ont boycotté, si on peut dire, cette rencontre. Pour vous, c'est quoi? Il le fallait, vous approuvez ou pas? Ils ont fait preuve, les hommes politiques, de maturité, mais aussi de sens de dignité. Et en plus, ils se sont installés dans le contexte de la politique pour aller voir à l'invitation et dire simplement que les leurs sont en prise pour des motifs illégaux, ils ne peuvent pas répondre à une quelconque invitation ou prendre la parole. Vous savez, ce pays-là, on ne peut pas arrêter pour régner. On ne peut pas arrêter une homme politique que vous mettez au cachot, donc vous êtes puissants et demander à l'autre de faire une intervention pour aller aux autres des politiques que vous veniez d'être. Ce n'est pas en des mots qu'on peut appeler à la fête. Je pense que les autorités de la régulation d'élection devraient avoir d'autres pour se rendre compte que leur invitation était non et qu'elle était aussi incongrue. C'est tout, Maître Konaté?
Merci beaucoup pour ça. Vous restez toujours avec nous. On n'en a pas fini, mais entre-temps, assez tôt. Vous pensez que, voilà, on observe, on travaille tous les jours. Est-ce que c'est pas un énième bras de fer qui va se faire là, qui va débuter avec Moi, je pense très sincèrement. Parce que ça va être très difficile de mener une campagne dans ces conditions-là. Ça va être très difficile même d'organiser les élections sans l'accord des partis politiques. Ils ont quand même signé un accord, celui du 31 mars. Il y a une 50aine de partis politiques qui sont membres de cet accord-là. Et ça va être très, très difficile d'organiser les élections sans leur aval. Ça, c'est un autre bras de fer qui va commencer. Et dans l'optique que vous étiez en train de tout à l'heure, de dire que on veut rassembler, si vraiment c'est le cas de vouloir rassembler les Maliens, comme on l'a fait au dialogue intermalien, il serait plutôt mieux judicieux de libérer ces hommes politiques et donc de prouver vraiment sa bonne foi. Je pense que ça, ce serait un bon message à faire passer. Bien sûr, ces hommes politiques se sentent aussi coupables de cette situation, il faut le reconnaître qu'ils le sont aussi en partie, parce que si on en est là aujourd'hui quelque part, comme vous l'avez dit, c'est que les populations ne se ressentent plus, ne se voient pas, ne sentent pas leurs besoins satisfaits dans la gouvernance des hommes politiques. Et ça, il faut le dire. Maître Konaté, vous êtes toujours avec nous. Alors, moi j'ai envie de vous poser une question, parce qu'on se rend compte que ça va être un bras de fer qui va encore commencer entre les politiciens, les partis politiques, les leaders politiques, et puis les autorités, hein, tout simplement. J'ai envie de vous demander comment décanter la situation, sachant que jusque-là, on n'a toujours pas d'échéance pour organiser des élections. Il faudrait bien en discuter, il faudrait bien trouver des terrains de dialogue. Je pense que pour revenir aux valeurs arabes et pour se rappeler simplement les engagements qui ont été pris et qui sont d'ailleurs conformes à tout le processus de transition jusque-là depuis 1911, il a été interdit, strictement interdit à tous les acteurs de la transition, présidents, premiers ministres et membres du Parlement, qui leur interdit de participer aux élections qu'ils font chercher l'objectif. Le premier geste qu'il faut donner aujourd'hui pour le colonel Assimi Goïta, c'est de réaffirmer son engagement vis-à-vis de ceux qui découlent des droits et des engagements aussi bien au plan interne dans le secteur que vis-à-vis de la communauté nationale et de la communauté. Il a lui-même, en tant qu'officier, juré qu'il ne serait pas candidat aux élections à venir. Or, tout ce qui rend difficile la chose aujourd'hui, c'est qu'il est fortement et lourdement susceptible de vouloir être candidat, ce qui, au point de vue, est impossible. Le deuxième élément, c'est que l'autorité de régulation des ministres doit faire preuve de plus d'indépendance et d'autonomie et surtout d'affirmation des attachements qui sont contenus dans les lois et règlements qui cadrent cette autorité de régulation aujourd'hui et d'arrêter d'aller dans les hommes politiques. Le troisième élément, c'est que les hommes politiques, eux, les acteurs publics de façon générale, doivent faire suffisamment preuve de conscience et de responsabilité pour dire que nous sommes à un point décisif de la vie. Bien évidemment, les élections réalisées, pas toujours de manière parfaite, donc le territoire national n'est pas sécurisé aujourd'hui et les conditions matérielles de l'élection vont être d'autant plus difficiles qu'on va manquer tout. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, il y a les plus grandes assises pénales sur les perspectives d'organisation de l'élection. Ce n'est que comme ça qu'on peut y arriver en écartant les armes. Aujourd'hui, et la première arménienne, c'est le colonel Goïta lui-même qui affirme solennellement sa décision de ne pas. Ça, c'est une chose. Il faut qu'il affirme également qu'il se mettra en dehors du feu et du courant qui s'ouvre, parce qu'une chose est de ne pas participer, une chose est d'aller trouver également des alibis pour se mettre derrière dans le scope et une lutte de perte électorale. Or, on a d'autres aussi de liberté, d'engagement, d'expression de volonté pour réussir ce tour. Merci beaucoup.
Asetou, vous avez une question pour mettre à ce sujet sur les dossiers du pays? Ben, déjà, ma position, maître, elle n'est pas aussi radicale que la vôtre, parce que quand même, je pense que le point positif, c'est que quand même, c'est une mission de la présidence qui a conduit à tout cela. Et je pense que c'est bien qu'il y ait déjà un suivi de ces genres de situations pour que cela ne se répète pas et que les acteurs soient bien évidemment sanctionnés. Moi, ma question, c'est de savoir comment vous voyez donc l'avenir. Est-ce que vous avez une vision de ce qui va se passer si on continue comme ça dans cette lancée? Est-ce que pour vous, quelle est la vision pour le Mali? Où est-ce qu'on sera dans 4 ans ou 5 ans? Oui, si on continue sur cette perspective, qui est totalement... La perspective est laquelle? Nous avons des militaires de l'armée qui sont sortis des cavernes pour occuper ce palais. Deux, nous avons des citoyens qui ont décidé de s'armer pour combattre leur fleuve et pour combattre le pays anormal. Trois, nous avons de plus en plus d'adeptes, même s'ils ne sont pas nombreux, de remise en cause de la démocratie, de l'état de droit anormal. Quatre, nous avons de plus en plus de juges et de procureurs qui ont décidé non pas de répondre de leur mission, de répondre de leur serment, mais plutôt de répondre au pouvoir politique, si ce n'est au pouvoir de l'argent. Ces quatre facteurs sont aujourd'hui habilitants pour nos pays, ne permettent ni la paix, ne permettent ni la sérénité et ne permettent pas de prendre en main l'État et l'action d'administrer. Il faut aujourd'hui que les militaires retournent à certains systèmes. Il faut aujourd'hui que les lois et règlements soient respectés dans notre pays et que leur violation soit sanctionnée. Il y va de première responsabilité du juge qui doit arrêter de se mettre sous le couvert de politique, doit arrêter de se mettre sous le couvert de l'argent et des pouvoirs financiers qui doivent pouvoir se vivre. Le troisième élément, c'est que nos frères et sœurs, notamment du Nord, et maintenant et plus déjà qui se battent pour ce pays, qui se battent contre les gens du pays, doivent arrêter, bien évidemment, de perturber le processus d'évolution, d'administration et de gestion de l'État. Et enfin, il faut que les femmes et les hommes du pays prennent conscience aujourd'hui que nous sommes dans le savant et que c'est tous unis, nous pouvons nous battre pour sortir, pour regarder l'avenir et pour nous mettre au travail. Et cette démarche n'est pas une démarche d'excuse. Cette démarche est une démarche d'intérêt privé contre l'État. Cette démarche est une démarche patriotique. Et de ce point de vue-là, je pense que pour la majeure partie des gens sont prêts à s'engager au-delà de tout et tout. Merci maître pour ces mots avancés. Voilà, téléspectateurs, nous bouclons ou nous mettons de côté les dossiers du pays, comme j'aime bien le dire ici. Entretien brut aussi, c'est l'actualité régionale, comme je vous l'ai dit. Le Rwanda, il y a eu au Rwanda des élections présidentielles. Asetou, qu'est-ce qu'il en est? Non, mais... Vous rigolez? Oui, parce que, bon, Paul Kagame, 90%. J'ai envie de dire Paul, 90%. Toutes les élections qu'il a faites jusque-là, il n'a jamais eu en dessous de 99,15%. Non, il n'a jamais eu en dessous de 90%. Je pense en 2017, je ne sais pas, c'était 92 ou 93, quelque chose comme ça. Mais il n'a jamais remporté en dessous de 90%. Toujours c'est au-delà de... Vraiment... Qu'est-ce qu'il y a à dire? 24 ans de pouvoir. Mais là, vous savez, la question, c'est de se dire finalement, est-ce que réellement ce sont nos 5 ans, 10 ans de démocratie qui permettent réellement à un pays de se construire? Pour moi, c'est ça la vraie question. Ce que je veux dire, c'est que c'est indéniable, tout le monde est d'accord là-dessus. Même les Rwandais sont d'accord là-dessus. Paul Kagame, c'est un président qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, vraiment, et on a vu que ça ne peut pas se faire en réalité en très peu de temps. Est-ce que vous pensez qu'il est aussi lisse que ça? Parce qu'il y a le voisin du Congo qui est juste à côté, qui décrit quand même certaines exactions. Vous ne pourrez jamais gouverner un pays sans qu'il y ait de problème. C'est pas possible.
Mais comme je l'ai dit, c'est la manière de le gérer, la manière de pouvoir faire le suivi, la manière de pouvoir rendre justice. C'est ça qui est le plus important. Et même s'il y a des cris par-ci, par-là, le résultat, il est là. Il passe encore haut la main. Les résultats sont provisoires, mais c'est clair qu'il va passer. Et ça, ce n'est vraiment pas assez dû qu'à son propre travail et au travail que tout le monde voit, qui s'affiche au Rwanda, c'est indéniable. Le travail qui s'abat dans ce pays, je pense que c'est incontournable. Beaucoup de pays comme les nôtres, d'ailleurs, vont s'inspirer de tout ce qui se passe, que ce soit la nouvelle technologie, que ce soit l'agriculture dont on parlait, que ce soit tous les secteurs de développement, tout le monde va s'inspirer. C'est un pays souverain? C'est un pays souverain? Ils sont sur la bonne voie. Maître, je reviens vers toi, je reviens vers vous. Concernant, on va dire haut la main, ce pourcentage remporté par le président sortant qui n'est même pas sorti, on pourra dire. Votre avis par rapport à cela, un 4e mandat qui se profile à l'horizon? Vous voyez, 4 mandats, et à tous les coups, vous en tirez le 90%, doit constituer une alerte. Au plus tard, dans que jamais, et je fais, et quand vous regardez peut-être aujourd'hui, comment pour concilier, comment mettre un tel, nul ne peut être responsable dans un pays, même si au bout du, pour reconnaître tous les jours, dans un pays aujourd'hui, qui a pas des pays où la paix était en cours, la construction nationale était majeure. Je pense que le président Kagame a donné mon domaine pour que la paix si difficile à supporter, la carte maintenant. Je pense qu'il faut penser à la colère, il faut penser à donner passer la paix. Il faut éviter justement on va vous pousser dans le dos, alors vous connaissez parfaitement. Se réjouir de cette élection parfaitement, mais s'inquiéter pour le Rwanda. Et c'est une question par rapport au Rwanda lui-même. Je pense que oui, c'est tout à fait légitime. Trop, c'est l'ex-tout est lui. On peut être pas plus que ça, mais on n'est jamais le meilleur fils. Mais vous ne pensez pas que Paul Kagame est en train de préparer une relève avec tout ce temps? Il prend peut-être le temps de bien former les personnes qu'il faut pour pouvoir gérer après lui ce pays? Comment? Je n'ai pas compris. Je dis, vous ne pensez pas que Paul Kagame prend le temps qu'il faut pour mettre en place des jeunes qui pourront par la suite prendre la relève? Le temps des hommes qui compte, le temps de et jamais le temps, on n'a jamais eu le temps pour faire la suite, non pause unique. Je pense que le Rwanda a fait la preuve de beaucoup d'organisations, de beaucoup de conférences. Le Rwanda a fait la preuve également de l'état de droit, même s'il est balbutient fort, la démocratie, même s'il n'est pas fort pour ce pays, ont des instruments qui sont développés pour le pays encore a besoin de se réconcilier. Si tout le pays a besoin encore de paix, ce pays a besoin de regarder. Le pays doit pouvoir se passer pour Kagame comme hier, c'est pas pour être à la tête de l'État. Ah, c'est tout, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, la question qui me brûle les lèvres, c'est... moi, je sais que la base même de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors, ma question, c'est de savoir si aujourd'hui Paul Kagame fait l'affaire des Rwandais et que justement, ils sont passés aux élections et que ces Rwandais veulent de lui pendant, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 20 mandats. Quel problème ça pose au niveau de la démocratie? Maître? La démocratie, c'est un cliché. La démocratie, à certains égards, c'est de la... Le cliché de l'opinion n'est pas pratique. Pour simplement, pour ceux qui ont connu le régime de Ceausescu, Ceausescu et sa femme,
l'ENA pour monter sur le toit à Bucarest et se sont fait applaudir par une foule immense en bas. Attendez les slogans de la révolution d'Ibicao. Au fur et à mesure, ce groupuscule a grandi, a posé le même groupuscule. Tout à fait plus qu'ils l'ont tué. Des centaines de mineurs l'ont jugé au début et les ont jetés à coup de barre. Donc, le cliché de la démocratie, 99%, ça vaut un instant d'eau. Ça ne vaut pas tout le temps. Et il faut savoir comment dit comment c'est pas d'ailleurs le sud de ceux qui font que le nombre de mandats doit être dans le fond, mais la purée des mandats d'eau qui dans le fond, justement, préserve l'homme humain, ça préserve l'homme contre l'autoritaire et ça préserve l'homme contre les débordements. Il ne faut jamais rester compte pour que là où on a des gens. Merci beaucoup, Maître Konaté, téléspectateur de Mandé TV. Nous allons remercier beaucoup Maître Mamadou Ismaël Konaté. Il est avocat au barreau du Mali et de Paris, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Mali. Maître Konaté, merci beaucoup de votre participation à ce décryptage sur le plateau de Mandé TV. On espère vous avoir une prochaine fois. Et quand vous voulez, je suis ravi d'être là. Oui, beaucoup de courage et une bonne suite. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, c'est tout. On va quand même rester ici sur le plateau et le dossier rwandais pour boucler cette phase avant d'être avec Ousmane Diarra. Voilà. Non, Kagame, quand en même. fait, je pense que 90%, c'est ça qui pose problème, en fait. Parce que c'est vrai que quand même, 90%, c'est un peu fort quand même. Le pourcentage, on peut comprendre. Le pourcentage, on peut comprendre. Mais la crainte qu'on peut avoir, c'est de se dire, est-ce qu'il ne va pas aller pour être un Paul Biya bis? Je me permets de vous introduire à cette petite parenthèse pour boucler nos décryptages, Monsieur Diarra. Oui, merci bien. Comme elle a si bien dit, Paul Kagame, c'est déjà, depuis qu'il est venu au Rwanda, c'était un moment très difficile, son première élection, pour reprendre l'engouement, pour monter le pays en puissance. Je pense qu'il a joué un grand rôle. Alors, de ce fait, l'image est restée gravée sur certaines personnes, surtout ceux qui ont vécu le conflit entre les Hutus et les Tutsis, c'est ça? Oui, c'est vrai. Alors, de ce fait, son 2, 3, 4 mandats, les politiciens savent très bien qu'il y a quand même un mémorandum ou bien un canevas qui montre qu'un président, normalement, peut être élu 2 ou 3 fois. Si c'est dans la constitution de son pays, ça ne fait rien. Mais dans le cas contraire, si c'est la violation de la constitution, je pense que ça va poser des problèmes. Alors non, il ne faut pas qu'il nous fasse du Paul Biya quand même. Ah, non, il faut être sérieux là. Non, je ne pense pas. pas. Paul Biya, quelqu'un qui a fait plus de 40 ans au pouvoir. 66 ans, je ne pense pas. Le Cameroun, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un pays super économiquement riche. Voilà, jusque-là, c'est encore compliqué. Voilà. Téléspectateurs de Mandé TV, nos dossiers sont mis de côté pour certains et bouclés pour d'autres. Voilà, nous sommes avec notre invité toujours, Monsieur Ousmane Diarra. Il est le président de l'association malienne des expulsés. Monsieur Diarra, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas, en juste quelques phrases, il s'agit de quoi cette association? Alors, Association malienne des expulsés, c'est une organisation qui a été créée par des expulsés, qui sont venus un peu partout dans le monde et qui étaient des Maliens. L'exemple frappant, c'est les expulsés qui sont venus en 1996, qui s'occupaient de l'église Saint-Bernard en France. Et c'était des migrants travailleurs qui n'avaient pas de papier de séjour. Alors, l'État français a jugé nécessaire de venir vraiment les arrêter. Ils sont allés se refuser dans une église qu'on appelait Saint-Bernard. Malgré tout ça, ils sont venus expulsés.
Le même moment, il y avait des Maliens de l'Angola. Donc, il y avait Maître Alou Blonnembe, qui était le médiateur des Nations Unies en Angola. Alors, lorsqu'ils ont signé le cessez-le-feu entre les rebelles et le gouvernement à Lusaka, le gouvernement angolais a jugé nécessaire d'expulser tous les étrangers parce que les étrangers sont venus le moment de la guerre. Donc, ça trouve qu'il y avait plus de 2000 Maliens expulsés en ce moment. Et l'Arabie Saoudite a envoyé le même mois 150 Maliens migrants expulsés de l'Arabie Saoudite. Et il y avait des contingents, c'est-à-dire des Maliens qui vivaient au Libéria lors de la guerre de Charles Taylor. Ces Maliens aussi sont revenus, un retour volontaire. Donc, expulsés de France, expulsés d'Angola, retour de l'autre côté et puis expulsés de l'Arabie Saoudite, ils étaient beaucoup nombreux. En ce moment, il n'y avait pas un ministère dédié à l'immigration. Il n'y a pas un ministère de Maliens de l'extérieur, mais il y avait quand même un ministère des Affaires étrangères dont Djongouda Traoré, l'ancien président de la transition, était le ministre des Affaires étrangères. Et Maître Alou Nundialo, qui était le président de l'Assemblée, et le président de la République, c'était Cheikh Oumar Konaré. Alors, en ce moment, ces migrants de retour n'avaient pas un endroit pour aller parler. Ils étaient des sans-voix. Ils ne savaient pas comment faire. Donc, à leur tête, ils disent, bon voilà, nous serons les premiers expulsés dans le monde qui vont créer une association pour venir défendre leurs droits et venir en aide de ceux qui vont venir dans les mêmes conditions que nous. Voilà la création de l'AME depuis 1996. Donc, en ce moment, il n'y avait pas ni une association des migrants au Mali, ni une ONG qui soutenait des migrants au Mali. Mais il y avait quand même le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui était l'initiative nationale après la chute de Moussa Traoré en 1991. Donc, le Haut Conseil, la conférence nationale, a donné la naissance du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui est créé en 1992. Donc, qui travaillait avec des Maliens de l'extérieur, mais pas des Maliens expulsés ou retour, n'importe quel retour, il n'y en avait pas. Donc pour cela, on a essayé de venir vraiment soulager ces personnes-là, de les accompagner, de leur faire croire à eux-mêmes et de les motiver pour qu'ils puissent être un acteur de leur propre développement. D'accord, merci beaucoup. C'est quand même assez clair pour les téléspectateurs qui découvrent cette association vraiment qui est sur la place et qui fait de très belles choses. Et en rapport avec l'actualité, le 2 juillet dernier, on a pu voir un expulsé faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux avec les médias. Il s'agit du cas de Moussa Sako. Voilà. On peut savoir brièvement qu'est-ce qui s'est passé, comment il a été reçu, comment tout cela se passe. Alors, merci bien. Moussa Sako, c'était un Malien qui vivait en France depuis à bas âge. Il était couvert par les lois françaises parce qu'il est venu, il n'était pas, lorsqu'il est arrivé en France, il n'était pas au moins 10 ans. Et il y avait une loi qui couvrait tous les mineurs qui arrivent en France qui ne sont pas expulsables. Alors, donc Moussa est resté jusqu'à 18 ans. Aujourd'hui, il fait 27 ans. 18 ans, il a commencé à demander son carte séjour pour la nationalité, qui n'est jamais venu. Mais ça trouvera qu'en 2024, cette année, en janvier 2024, il y a une nouvelle loi qui est sortie, loi d'asile et l'immigration, qui va enlever, c'est-à-dire la protection ou la couverture des lois passées dont Moussa était couvrir. Donc maintenant, Moussa se retrouve dans une nouvelle loi qui ne couvre plus les sans-papiers. Même si vous êtes venu à bas âge en France, tant que tu n'as pas de dossier de séjour ou de nationalité, tu peux être expulsé. Donc Moussa se trouve dans ces conditions que d'autres personnes qui n'est pas que Moussa. Pour Moussa, ça a été beaucoup médiatisé, mais on reçoit beaucoup de migrants expulsés venant de la France quotidiennement, qui sont des témoignages très lourds et très poignants, qu'on essaye de les accompagner
de les accueillir et de les orienter. Toujours dans la même veine, quel est en général le contexte de ces expulsions et puis quelles sont les conditions dans lesquelles ces migrants sont reçus? Alors, ces migrants maliens, si on prend la France, hein, mais c'est un peu partout en Europe, jusqu'aux États-Unis, donc ces migrants maliens qui n'ont pas de dossier de séjour, alors par suite de contrôle, ils peuvent se faire arrêter. Il y a plusieurs contextes, il y a plusieurs motifs d'arrestation de ces personnes-là, mais qui venaient dans des conditions extrêmement difficiles. Je vais vous rappeler un peu, en 1997, il y avait le 36e charter d'un ministre qu'on appelle Debré. Donc il y avait des charters qui amenaient des migrants, parce que vous ne pouvez pas expulser 1, 2, 3 personnes à la fois, mais il fallait les regrouper dans lui un charter pour les déposer. Donc, auparavant, arrivé ici, expulsé là-bas, arrivé ici, tu es détenu par les autorités maliennes. Alors, on s'est dit non, cela n'est pas faisable. Donc, je remercie Maître Bamdiara qui était médiateur de la République. Avec elle, on a pu regrouper un collectif de soutien aux migrants expulsés, dont il y avait beaucoup d'avocats, beaucoup de juristes, beaucoup de bonnes volontés qui étaient avec nous pour mettre fin à cette dynamique d'expulsion. Parce qu'ils venaient meloter, la bouche fermée avec des chicoches. Donc on s'est dit non, ben c'est là, le Mali et les Maliens n'acceptent plus en son temps. Donc cela est arrêté. Donc les migrants ne viennent plus dans les charters depuis à son temps. Et maintenant, il vient tous les jours, tous les temps. Comme chaque mois, on reçoit au minimum une vingtaine de migrants expulsés de la France. Et ce sont des migrants qui ont resté très longtemps en France. Souvent, ils sont dépouillés de tous leurs biens. Ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants, les biens à la banque, au travail. Donc, c'est énorme. Le retour involontaire est beaucoup nombreux. Si on parle de les mesures Frontex que l'Union européenne a mises en place depuis en 2009 et qu'on voit aujourd'hui la coopération entre les pays méditerranéens et les pays de l'Europe, qu'on regarde aussi les retours volontaires qui sont aujourd'hui très nombreux à partir d'une convention de l'Union européenne et l'Afrique avec un gros fonds qu'on appelle le fonds fiduciaire que l'OIM et les États gèrent pour envoyer des migrants dans le pays d'origine. Donc, les conditions de vivre de ces migrants après leur retour, je pense que c'est énormément difficile. L'accueil se fait quand même très bien. L'accueil se fait très bien, quel qu'en soit l'accueil des retours volontaires, soit peut-être soi-disant volontaires, ou des accueils des retours expulsés. Expulsés. Ou les retours des refoulés. Vous voyez, il y a des typologies des migrants de retour. Les rapatriements volontaires, on assiste à tous les jours à l'aéroport de Bamako. Ils sont accompagnés par l'OIM et le ministère des Maliens de l'extérieur. Ils sont hébergés même au centre d'accueil du gouvernement. Mais par contre, les migrants comme Moussa, expulsés, ne sont pas dans ce canevas. Donc, il est laissé à la main des associations comme nous. On essaye de venir en aide, de les héberger parce qu'il ne peut pas rentrer dans le canevas, il n'est pas dans le système de l'OIM ou du gouvernement. Donc, quand même, l'accueil se fait dans tous les sens, avec les organisations, avec l'État et avec l'OIM. D'accord, merci beaucoup. C'est tout. Ma question, c'est de savoir, parce qu'on sait que depuis janvier de cette année-là, il y a beaucoup de réformes qui sont aussi en place, notamment en France. Et un peu partout dans l'Europe même. Est-ce que cette situation a dégradé c'est-à-dire, vous constatez plus de migrants qui reviennent de janvier à maintenant par rapport aux autres années ou bien c'est constant pour le moment? Bon, effectivement, je n'ai pas le statistique clair devant moi. Mais si je prends des migrants retour volontaires, dans les 6 premiers mois, c'est plus de 800 000 personnes qui sont venues. 800 000. Oui, parce que chaque mois, au minimum, il y a 150, 200, 100 et quelques. Donc ça, c'est le retour volontaire. Alors, le retour expulsé, il faut compter au minimum une quarantaine
chaque mois. Chaque mois. 40 personnes expulsées parce que le coût d'expulsion est très élevé. Ouais. Une personne arrêtée, emprisonnée, accompagnée par 3 ou 4 policiers. Les frais d'avion, aller-retour de ces policiers, les frais d'avion du monsieur, donc c'est déjà quelque chose. Donc il ne peut pas être beaucoup à la fois, mais au minimum, nous, aujourd'hui, maintenant, sinon c'était 50 personnes dans le mois qu'on pourrait prendre en charge, mais aujourd'hui c'est 40 parce que c'est un peu diminué, c'est dû à beaucoup de choses. Voilà, c'est dû à beaucoup de choses. Il n'y a pas de certains vols qui peuvent arriver à Bamako. Par exemple, Air France a mené beaucoup de personnes. L'Air France, à un moment donné, ne venait plus. Donc, ça peut dire à cela. Mais donc, est-ce que ça les augmente? réformes, les lois, les politiques européennes, voilà, ça fait beaucoup d'inconvénients, beaucoup de conséquences sur les migrants. Par rapport à l'année passée, c'est à peu près le même nombre que vous enregistrez aussi? Bon, non, par rapport à l'année passée, c'était un peu faible parce qu'il y avait le Covid-19, il y avait des mesures sanitaires, il y avait beaucoup de maladies. Donc l'expulsion, les gens ne se sortaient pas, donc l'expulsion n'était pas beaucoup. Mais cette année, les 6 premiers mois, ça dépasse seulement. Les nombres d'accueil, les nombres enregistrés dépassent les nombres total de l'année passée. Ouais. Est-ce que les politiques aujourd'hui ont besoin de réforme ou refondation? Parce qu'aujourd'hui, on parle de réforme dans tous les domaines. Est-ce que à ce niveau aussi, vous avez besoin? Bien sûr. Bon, je pense qu'au niveau du Mali, au niveau du ministère du Mali à l'extérieur, il y a eu beaucoup de réunions qui se font. Donc, il y a eu même État général de la migration qui s'est passé tout récemment. Et avant État général de la migration, il y avait quand même le PONAM, la politique nationale sur la migration, donc qui est en cours, qui a fait beaucoup de travail. Mais il demande plus de protection quand même. Oui, hein? oui. Mais cela n'empêche pas, parce que au début de cette rencontre, de ce débat, vous avez parlé de CMDT, l'agriculture. Je pense que c'est des causes fondamentales même, parce que si on parle de la migration, il ne faut pas oublier les causes de départ des migrants. Donc, cela fait partie un peu les causes des migrants, c'est-à-dire l'agriculture dégradée, parce que le pays, les ressources du pays est basée sur 3 filières, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Si une de ces 3 filières est partie en faillite, donc je pense que ça va entraîner les jeunes d'aller à l'immigration comme ils veulent. Sans compter les conflits au nord du Mali, et qui a fait beaucoup de déplacements. Avec ces déplacés, sont des nouveaux candidats à l'immigration intra-africaine et une immigration internationale qui va venir. D'accord, c'est tout. Moi, quel est vraiment l'état mental, psychologique de ces gens? Est-ce que dans la moyenne, vous arrivez vraiment à les récupérer sur le plan psychologique surtout? Alors, c'est très difficile. J'ai fait un projet avec Médecins du Monde France, c'était les prises en charge psychomédicales des migrants de retour. Alors, c'est très difficile parce que c'est 2 phases. Une première phase, les migrants en venant peuvent être traumatisés, angoissés d'une manière, voilà. Mais il y a certains cas, ils arrivent ici, il n'y a pas de problème, mais le système d'accueil familial, et c'est ça qui fait un autre traumatisme à des migrants. Donc il faut un vrai suivi psychologique de ces migrants de retour expulsés, parce qu'un expulsé déjà, ça trouve que quelqu'un a beaucoup travaillé, qui a quitté le pays pendant des années, et qui revient avec une mésaventure, alors qui ne peut pas consommer. Et l'histoire des jeunes de la région de Caille, et lorsque la fiancée dit que non, écoute, 7 ans après, tu reviens expulsé, moi je ne peux plus. Donc c'est fini. Et le papa dit, une maman qui n'est pas bien, ses enfants ne peuvent pas. Alors, donc il y avait des co-épouses, chacun dit ce qu'il veut. Alors, c'est le traumatisme est venu, la maman a eu d'abord un choc, crise cardiaque. L'enfant a eu un problème traumatisme, donc un suivi qui est très difficile. On a quand même travaillé avec des psychologues qui essayent de le prendre en charge un peu psychologiquement. Mais si ça dépasse l'intervention du psychologue, il faut l'amener à la psychiatrie. Déjà, à la psychiatrie, les prises en charge est très élevée et très énorme. Donc, il y a l'hôpitalisation, il y a toutes sortes de... Il y a beaucoup de cas comme ça? Oui, il y a des cas qu'on peut pas, on peut l'accompagner
minima, mais pas beaucoup, parce que le coût, on n'a pas. D'accord. Est-ce que nous, on veut savoir, hein, par ce contexte actuel de transition aujourd'hui, on sait que le Mali a énormément de défis. Est-ce que vous avez l'assurance et vous êtes serein par rapport aux politiques qui est mise en œuvre par le Mali, avec notamment le ministère des Maliens de l'extérieur? Bon, effectivement, comme j'ai dit, le ministère est en train de voir, parce qu'il y a beaucoup de remaniements au niveau du ministère. Il y a un nouveau ministre qui est venu, qui était ministre des Sports. L'État, c'est une continuité quand même. Voilà, c'est une continuité néanmoins. Alors, donc, avec le ministère de Maliens de l'extérieur ou l'intégration africaine, il y a plein de choses qui se font. Mais vu maintenant, il y avait des protocoles additionnels entre d'abord la CEDEAO qui facilitait la liberté de circulation. Donc il y a eu des blocages maintenant sur cette liberté de blocage de circulation à partir des conflits. On ne sait pas qui est qui. Et cette liberté de circulation est très difficile. Au ministère, on a fait beaucoup d'alertes. Le cas de Moussa, il est venu avec un chef de conduite. Les autorités consulaires doivent prendre conscience qu'ils ne doivent pas délivrer des documents qui peuvent faciliter l'expulsion des Maliens. Et un chef de conduite ne doit pas permettre à l'état d'accueil des migrants d'expulser quelqu'un. Un chef de conduite remplace uniquement le passeport et c'est demandé par l'individu lui-même. Si c'est un laissez-passer délivré par le consulat, donc le laissez-passer peut être un document expulsable qui peut expulser les migrants. Donc le gouvernement, les États doivent trouver les moyens pour quand même essayer de soutenir, même s'ils sont en train de faire, de redoubler l'effort pour soutenir les acquis et la maintenance de ces ressortissants qui se trouvent dans le pays d'accueil. Moi, j'ai envie de vous poser une question sur l'épineux sujet sur la réinsertion de pas mal. Quand ils reviennent, il y a des programmes, de projets de réinsertion. Aujourd'hui, après le début de la réinsertion, on ne sait vraiment pas trop ce qui se passe. Vous faites un suivi de ça ou non? C'est vraiment pas de votre ressort? Non, on fait un peu de suivi, mais d'une autre manière, parce que, comme je l'ai dit, ce qui vient dans le cadre de retour volontaire. Le retour volontaire, c'est un projet de l'Union européenne, financé par l'Union européenne, et le coût de ce fonds est géré par l'OIM, en partenariat avec le gouvernement. Donc, normalement, dans le document du projet, les migrants qui sont arrivés doivent avoir un volet de réinsertion. Il y a un volet de suivi, mental, psychologique, santé, réinsertion et l'intégration. Normalement, c'est là. Alors, d'après eux, d'après les témoignages, ce n'est pas du tout rentable pour eux. Parce qu'ils ne sont pas tous pris en charge par le projet. Ils sont beaucoup nombreux et il y aura des sélections, les personnes sélectionnées qui vont avoir bénéficié de ce réinsertion. Par contre, nous, les associations, on travaille beaucoup avec des expulsés, pas beaucoup avec des migrants de retour volontaire. Ça, c'est étatique. On crée nos projets, on accompagne, on fait leur réinsertion et l'intégration. L'année passée, on a fait 850 jeunes intégrés avec des projets financés par l'État italien et nos partenaires italiens. Donc on a pu quand même travailler avec le ministère le ministère de la formation professionnelle, voilà, c'est-à-dire de Bamako et de Caille. On a quand même pu former 850 jeunes. Ils étaient intégrés, on a donné les kits, ils font leur travail. L'État aussi, normalement, doit le faire, en train de le faire de leur manière. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin, sinon pour aujourd'hui. Téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes avec M. Ousmane Diarra. Il est le président de l'Association malienne des expulsés, en abrégé AME. Monsieur Diarra, merci beaucoup. Merci bien.
On Merci. s'est dit peut-être à la Courage. prochaine, Merci. on aura de meilleures nouvelles. Hein. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci de nous éclairer la lanterne, hein, quelque part. Ah, c'est tout. Oui. À la prochaine. Shalom. Alors, qu'est-ce qu'il y a en vue? Ben, focus sur la désinformation cette semaine. Sur la désinformation. Ah oui, on en parle C'est beaucoup, un beaucoup sujet, en hein. Afrique francophone, Afrique de l'Ouest francophone, anglophone. Oui, surtout en cette période de préélection peut-être. Mais voilà, les fausses informations, les informations erronées, les informations manipulées jouent beaucoup dans la stabilité du pays. Est-ce que vous prenez en compte la propagande? La propagande fait partie parce que souvent les propagandes sont lancées à partir de fausses informations. Donc oui, ça fait partie bien évidemment, mais il faut que l'éducation aux médias, il faut qu'on renforce vraiment l'éducation aux médias afin que les gens eux-mêmes puissent faire vraiment leur propre analyse de l'information qui tombe un peu partout. Merci sur les réseaux beaucoup. sociaux. Assetou Diarra, journaliste reporter à Nouvelles du Mali, qui nous fait la chronique qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Téléspectateurs, on salue beaucoup la diaspora qui nous regarde. Merci de votre constante fidélité. Allez-y nous voir aussi sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. On se dit à la prochaine.